Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vk.fr pour cette nouvelle webconférence, 10e webconférence déjà du Printemps de la recherche en éducation, cycle de 11 conférences en ligne initiées et organisées par le réseau des INSPE, cycle qui a débuté le 29 mars dernier. Ce cycle se déroule jusqu'au 31 mai prochain, date à laquelle une table ronde virtuelle sera organisée pour clore ce Printemps de la recherche. La thématique de cette édition 2021 est développer l'esprit critique des élèves, enjeu pour la formation des enseignants et personnels d'éducation. Alors en vous inscrivant à cette webconférence ou si vous étiez déjà inscrit à une précédente, vous êtes automatiquement inscrit pour le cycle dans son ensemble. Vous pouvez retrouver toutes les dates de vos rendez-vous sur le site du réseau des INSPE ainsi que sur vk.fr. Au cours de cette webconférence, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct aux intervenants via la petite fenêtre à droite de votre écran. Vous avez le petit onglet chatter où vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser pleinement cette possibilité d'échange et d'interaction en direct. Ce 10e rendez-vous du Printemps de la recherche en éducation a pour intitulé du praticien enquêteur en didactique de l'EPS à l'élève chercheur dans le cours d'EPS, des expériences à problématiser pour construire des postures réflexives et critiques. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Pablo Busnik-Bourjac. Vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches en sciences de l'éducation de l'Université de Caen-Normandie, à l'INSPE de Normandie-Caen. Vous serez donc le modérateur aujourd'hui de cette conférence. C'est donc vous qui recevrez les questions du public en direct. Donc merci au réseau des INSPE encore une fois d'avoir choisi VK comme partenaire et je vous souhaite une très bonne conférence, Monsieur Busnik-Bourjac. Je vous laisse tout de suite la parole, c'est à vous. Je vous remercie. Puis je vais rapidement présenter donc l'intervenant d'aujourd'hui, Florian Huître, qui est donc maître de conférence en sciences d'éducation à l'Université de Caen. Il est chercheur au CIRNEF et formateur à l'INSPE Normandie-Caen. Agrégé d'EPS, il vient de cette discipline, mais il a largement ouvert ses travaux dans une variété de didactiques disciplinaires et dans le champ de la didactique de la formation professionnelle. S'il est donc à la fois expert en didactique de l'EPS et dans la formation des enseignants, sa parole nous a semblé d'autant plus pertinente aujourd'hui. Ces travaux sont en fait largement ancrés dans un champ qui invite à l'esprit critique, le champ dit de l'apprentissage par problématisation, dans la lignée de Michel Fabre, Christian Orange ou en EPS d'Alain Lebas. Et c'est donc depuis ce champ qu'il nous invite aujourd'hui à réfléchir au développement de l'esprit critique des élèves, mais aussi simultanément des enseignants. Et donc Florian, nous t'écoutons. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, donc mon intervention va se dérouler sur une quarantaine de minutes. Je vais essayer de tenir le timing pour pouvoir procéder à une série de questions ou des questionnements de votre part. Et je tiens tout d'abord à remercier Elisabeth Magendie, Stéphane Gros-Stéphane et Pablo Busnik de m'avoir fait confiance et de m'avoir sollicité pour cette conférence, cette web-conférence. C'est un peu une grande première pour moi. Et par l'intermédiaire notamment de l'ARIS, l'Association pour la recherche en intervention en sport, dont Vincent Gros-Stéphane est le président. Et donc, je leur remercie de la confiance qu'ils m'ont accordée. Donc, je suis effectivement Florian Huître. Je suis maître de conférence à l'INSPE Normandie-Caen et mon travail de recherche porte sur la formation des enseignants, débutants plutôt. Alors, chez les PLC2, chez les PLC, pardon, profs de lycée collège d'EPS, mais surtout depuis un certain temps chez les professeurs des écoles. Voilà. Et je m'intéresse aussi à la didactique de l'EPS, avec en arrière-plan pour ces deux champs l'apprentissage, comme le disait Pablo, par problématisation, alors que ces apprentissages soient professionnels ou disciplinaires, et notamment disciplinaires en EPS. Alors, dans la didactique de l'EPS, je pourrais dire que je m'inscris dans la continuité des travaux de l'INRP, donc à la suite d'un certain nombre d'auteurs connus dans le champ, dont Alain Lebas, que Pablo vient de citer. Et en reprenant, une fois avoir composé ma conférence,
En reprenant le titre de mon intervention et voilà, en reprenant le titre de mon intervention, je m'aperçois que finalement j'ai traité peut-être plus le enjeu pour la formation des enseignants et personnel d'éducation que le développer l'esprit critique des élèves, que j'aborderai à la fin en 1 ou 2 diapos, mais pas beaucoup plus parce que en 40 minutes on ne peut pas tout tenir. Donc je ne relis pas mon titre parce que vous l'avez. Alors j'ai quand même un présupposé de départ, en fait, ou une espèce d'hypothèse. Je pars du principe que si les enseignants adoptent finalement un esprit critique et une posture critique vis-à-vis de ce qu'ils enseignent, pardon, on peut penser alors qu'on a des chances par glissement que leurs élèves adoptent et ces postures critiques. Alors, ça renvoie à Pernoud, notamment 1999 et plus récemment, qui souhaite des formateurs réflexifs et critiques pour former des professeurs réflexifs et critiques. Et puis, un peu par transposition, ce que Alain Garcia nous dit dans un article de 2019, quand il étudie la réflexivité des étudiants et stagiaires en master MEF, il espère finalement une espèce de réflexivité reportée sur les élèves, c'est-à-dire que ce que construisent finalement les étudiants et les stagiaires dans leur mémoire, on peut penser qu'il y a une espèce de report dans leur pratique et notamment sur les élèves. Alors, je précise enfin que j'ai choisi d'illustrer mon propos à travers d'un exemple sur les sports collectifs. Je ne suis pas spécialiste des sports collectifs. Et enfin, ne sachant pas trop à qui je m'adressais, si je m'adresse à des spécialistes du champ de la discipline ou si je m'adresse plus largement à d'autres personnes, j'ai délibérément choisi de faire simple, entre guillemets, pour ne pas perdre mon monde après manger. Voilà, donc je démarre mon propos. Alors, j'ai choisi et on raisonne souvent comme ça dans les apprentissages par problématisation. En fait, j'ai un problème de formation. Donc, alors voilà, et je renvoie ça. Alors, c'est pas du tout pour stigmatiser ces productions, c'est juste à titre d'exemple. Donc, j'ai des productions plutôt en sport collectif. J'ai éventuellement, voilà, des quantités, 100 heures, 1000 exercices, et puis j'ai un manuel de préparation au concours, dont pour l'épreuve d'éducation physique et sportive. Et j'ai ici un site internet là, dans lequel il y a aussi finalement des ressources pour préparer le concours et des ressources pour faire la classe ou des ressources pour enseigner l'éducation physique et sportive dans le second degré, par exemple. Donc, mon problème en tant que formateur, c'est bien finalement comment s'approprier avec discernement et donc de façon sous-jacente, un peu de façon critique, ces ressources et les adopter pour enseigner et faire apprendre en EPS. Donc ça, c'est une des premières questions et on voit bien que ces productions ou ces ressources un peu florissantes sont à questionner à la fois du point de vue de leur contenu et puis c'est important d'en avoir une approche critique, pas forcément pour les mettre de côté, mais pour se les approprier à bon escient. Il n'y a pas de raison que dans les 1000 exercices de jeu et de volleyball, il n'y en ait pas qui soient corrects ou qui soient intéressants d'un point de vue didactique. Et puis la deuxième question, c'est comment regarder l'activité conjointe de l'enseignant et des élèves autrement qu'au prisme de son vécu d'ancien élève ou autrement qu'à travers une vision un peu naïve des choses ou du point de vue simplement de la performance de l'enseignant, indépendamment de ce qui pourrait s'apprendre. Donc, dans le cadre de la problématisation, on est toujours dans l'idée qu'on met en relation de façon, alors là, je l'ai mis un peu linéaire, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des problèmes que je viens d'évoquer, comment s'approprier avec discernement ces ressources, comment regarder l'activité conjointe de l'enseignant, donc voilà. Et puis de l'autre côté, on a des solutions, alors qu'on espérerait entre guillemets, qu'on espérait ou qui ferait progresser les stagiaires et les étudiants du point de vue de la façon dont ils sollicitent ces ressources. Alors, des usages éclairés de ressources, des choix et des décisions pour intervenir dans une logique d'apprentissage, et enfin, une lecture-interprétation des pratiques d'enseignement en EPS et de l'activité des élèves. C'est-à-dire que quand on regarde les pratiques, quand on saisit le réel, eh ben, on espère que la paire de lunettes qui va être mobilisée soit un peu différente que le regard commun que chacun pourrait porter sur ces pratiques d'éducation physique et sportive. Donc voilà. Alors, la solution finalement retenue pour résoudre le problème, c'est bien une solide formation didactique. Alors, l'enjeu de cette formation didactique,
Je la vois autour de trois éléments, 3 points. Il y a bien effectivement l'idée de construire un esprit critique didactique. Alors je l'ai appelé comme ça, du coup, esprit critique didactique, permettant l'élaboration d'opérations de transposition didactique au sens large, sachant que ces opérations de transposition didactique, on aimerait bien qu'elles croisent au mieux la logique des pratiques et des savoirs liés aux pratiques physiques, sportives et artistiques, qu'elles croisent aussi la logique des élèves confrontés aux exigences de ces PPSA, et aussi, bien évidemment, puisqu'on est en contexte scolaire, les finalités éducatives de la discipline, telles qu'elles sont définies par les textes, et les démarches à mettre en œuvre pour les atteindre. Donc on a trois logiques là, qui renvoient un peu au système didactique, si je raccourcis un peu les choses. La logique des pratiques, la logique des savoirs, la logique des élèves, donc des apprenants, et la logique éducative et les démarches qui permettent de la mettre en œuvre. Deuxième enjeu, mobiliser ce regard didactique critique pour appréhender et lire l'effet d'enseignement apprentissage en EPS, que je disais tout dans la précédente diapositive. Et enfin, mobiliser ce regard critique didactique pour s'approprier les productions ressources du champ de l'EPS. Alors, si je poursuis un peu et je remets ça dans une autre configuration, une formation en didactique de l'EPS qui doit permettre une approche critique des faits d'enseignement, une approche critique des productions pédagogiques, pour amener finalement de la réflexivité, pour faire en sorte que les stagiaires soient autonomes dans la façon de penser le métier, de faire le métier. Donc une visée émancipatrice, bien évidemment, et certainement une visée émancipatrice qui va générer du développement professionnel. Alors, pour mettre au travail pour mettre cette formation didactique critique, va permettre de mettre au travail les 3 questions suivantes. C'est un peu l'organisateur de la formation. Une première question, qu'est-ce qu'il y a à apprendre en EPS? Donc, j'emprunte ce modèle-là ou ces questions-là à Alain Lebas. Comment les élèves apprennent en EPS? Et finalement, comment l'enseignant s'y prend pour faire apprendre les élèves en EPS. Et là, vous retrouvez les trois logiques que j'évoquais tout à l'heure, donc sur les savoirs, sur la nature, la façon d'apprendre, pour le dire vite, et les démarches. Donc, si je poursuis, voilà, ah pardon, excusez-moi, bon, c'est pas grave. Donc, j'avais rajouté sur la diapo une petite définition de l'éducation physique et sportive comme, je vais pouvoir la remettre, voilà, comme une pratique scolaire des pratiques physiques, sportives et artistiques pour accéder à une motricité extraordinaire. Ça mériterait plus de développement, mais bon, ça permet de situer un peu la conception que nous développons de l'éducation physique et sportive. Alors, on peut considérer que un certain nombre de résistances sont portées par des obstacles. Donc, dans le cadre de la problématisation, on est assez bachelardien, on va dire, donc les obstacles au sens fort, et 3 obstacles finalement potentiels pour ne pas faire de la didactique. Finalement, il y a 3 façons de ne pas aller vers le didactique ou d'aller en partie sur le didactique, mais pas complètement. Donc, il y a une faible prise en compte de l'individualité et des potentialités et ressources des élèves. Donc, c'est assez dominant sur les enseignants débutants, mais on peut retrouver ça dans les pratiques ordinaires. Une lecture formelle des techniques et des productions humaines liées au PPSA, qui n'intègre pas les problèmes dont elles constituent des réponses dans un système de ressources et de contraintes, donc on appelle une lecture formelle, la forme l'emporte sur la fonction, etc. Donc voilà, donc ce qui se traduit souvent dans notre champ par ce qu'on appellerait le technicisme. Et enfin, des démarches d'enseignement qui privilégient le faire, l'action, l'activité, et pas forcément l'activité d'apprentissage et l'étayage finalement ou l'intervention de l'enseignant que cette activité d'apprentissage nécessite. Donc là, je ne fais que reprendre un certain nombre de travaux, alors ceux d'Alain Lebas, les miens, mais d'autres chercheurs ont mis en évidence, alors ils ne parlent pas forcément d'obstacles, mais ils parlent de préoccupations, ils parlent pour Chantal Amadesco de procédures de régulation, enfin voilà, donc il y a un certain nombre de travaux qui vont dans ce sens-là. Alors, voilà, le contexte de ma présentation. Donc, j'ai choisi de mettre à l'étude, alors de façon humble, parce que l'esprit
l'esprit critique n'est pas c'est contenu dans la problématisation, mais c'est pas un objet de travail a priori. Donc, je commente et je me mets à distance, donc je me mets à distance critique, on va dire, d'une formation en didactique que j'ai pu mener ou que nous avons pu mener collectivement avec les collègues de Saint-Lô, récents et anciens, sur une situation de formation que je vais vous présenter un peu plus loin. Donc, c'est une formation didactique de l'EPS qui s'adresse à des professeurs des écoles dans le cadre de leur polyvalence. Je pense que c'est important de préciser ça. Un public qui est majoritairement féminin et dont l'attirance pour les pratiques physiques et sportives n'est pas marquée ou très disparate. Tout le monde n'a pas le même engagement dans les pratiques. Des étudiantes et étudiants qui ont pour la majorité apprécié l'EPS, même si certains disent y être allés parce qu'il fallait y aller. En fait, voilà, on est un peu obligé d'y aller. L'engagement dans les pratiques est à construire, mais il existe ou il finit par exister. Le sentiment de compétence a pu, pour certains étudiants, être un peu malmené en éducation physique et sportive, quand même, je crois que c'est important de le dire. Mais par contre, dans le cadre de ces modules, qui représentent quand même une certaine quantité d'heures de formation, il y a quand même des surprises dans le potentiel à pouvoir encore apprendre et progresser en EPS aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui en tant qu'étudiant après une licence la plupart du temps. Voilà, donc c'est quand même, voilà, ils se surprennent d'apprendre encore. Et enfin, des PE qui finalement pensent l'EPS en référence à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en tant qu'élèves. Donc c'est à la fois des fois quelque chose qui aide, mais quelque chose qui peut aussi être ancré très fort dans leur représentation et empêche d'avancer un peu sur une conception un peu différente de l'éducation physique et sportive. Et enfin, un module de 60 heures qui consacre une quinzaine d'heures à la didactique des jeux collectifs et des jeux traditionnels. Donc voilà, alors des représentations tenaces sur les jeux sportifs collectifs que nous renvoient ces jeunes étudiants, ces jeunes stagiaires. Donc l'idée que les sports collectifs permettent de travailler des objectifs de socialisation avec l'idée de respecter la règle, de respecter les autres. Les apprentissages en sport collectif ne sont pas si évidents que ça. Souvent, ils sont un peu ignorés, enfin spécifiques, hein, ils ne sont pas forcément nommés, ça passe un peu à la trappe. Et puis, la passe à l'autre est le symbole de cette socialisation d'action. Donc, ils aiment bien que les différents joueurs se fassent des passes, comme si c'était une espèce d'obligation. Et par contre, alors à l'inverse, l'élève qui va seul au but est un peu réprimandé et subit un peu le contre-coup de l'item juste au-dessus. Voilà, donc il est réprimandé. Alors c'est celui qu'on appelle dans notre jargon le petit perso, là, celui qui va tout seul à la cible, mais à la limite, comment lui reprocher d'aller tout seul à la cible puisqu'il a compris un peu le sens du jeu. Donc dans cette optique, le dribble est souvent interdit parce que finalement il favorise le jeu personnel vers l'avant et ne permet pas les passes. Donc on est toujours un peu dans la même logique. Et le règlement peut être celui des fédérations. Et finalement, malgré parfois leur méconnaissance des règlements, quand ils les ont en main, ils les tiennent et ils ne veulent pas trop en rabattre sur ces règlements-là. Donc le règlement est souvent appliqué sans forcément comprendre la fonctionnalité des règles et la logique de leur constitution. Et enfin, deux derniers points, les groupes de niveau de jeu stigmatisent les plus faibles. Voilà, pour eux, pour les stagiaires, pour les étudiants, faire des groupes de niveau, c'est stigmatiser les plus faibles. Et il y a une forte croyance, je la mets dans forte croyance, que les bons élèves, finalement, vont aider les moins bons et qu'ils vont se mettre au service, les bons élèves vont se mettre au service des moins bons pour les faire progresser. Donc voilà pour les représentations tenaces sur les jeux sportifs collectifs. Alors, ce qui est visé pour les étudiants, alors il y a bien évidemment l'idée de faire évoluer leur conception de la discipline EPS, c'est pas un mince chantier, voilà, avec l'idée qu'en EPS, on apprend, voilà, on se transforme corporellement, on transforme sa motricité, et donc ça c'est une vraie transformation. Alors je mets ça un peu en relation avec ce qu'ils ont vécu en EPS ou ce qu'ils ont gardé de ce qu'ils ont vécu en EPS. Je ne veux pas stigmatiser trop les pratiques. Et puis il y a l'idée de faire évoluer leur conception de l'activité, passer d'une approche formelle, techniciste, des gestes techniques qui sont souvent hors sol, pris dans les catalogues que j'ai évoqués tout à l'heure, à une approche plus fonctionnelle où on comprend le sens de l'activité, le problème fondamental, la logique constitutive du règlement, etc. etc. Donc ça, c'est les deux premiers points.
Il s'agit aussi de faire évoluer leur conception de l'apprentissage, avec l'idée que apprendre, c'est potentiellement résoudre des problèmes qui se posent à nous dans les activités physiques et sportives, des problèmes ici plutôt en sport-co, technico-tactique, où la technique est au service des intentions de jeu, où la technique se confond dans les intentions de jeu. Apprendre, c'est faire et réussir, mais c'est aussi comprendre. Donc voilà, sur le domaine des conceptions de l'apprentissage. Et enfin, sur la conception des démarches d'enseignement et du rôle de l'enseignant, il y a même chose, l'idée de rompre avec la pédagogie de la réussite immédiate. Les étudiants et les stagiaires ont du mal finalement à poser des problèmes à leurs élèves, à les mettre un peu en difficulté, même quand la difficulté est didactisée, on pourrait dire. Et puis il y a l'idée aussi de rompre avec la magie de la tâche. Alors, voilà ce qu'il y a à construire pour les étudiants. Donc, j'avance un peu. Alors, je suis sur l'idée de l'épistémologie à la didactique des JSC. Alors, j'insiste bien, j'ai bien précisé tout à l'heure que je n'étais pas, un spécialiste, mais je me risque quand même et je m'appuie sur des travaux sérieux, dont certains datent, mais ils ont été pour moi relativement, comment dire, efficaces, c'est pas le bon mot, mais qui m'ont bien aidé à penser les sports collectifs et leur enseignement, alors que je n'étais pas spécialement sport-co, comme on dit dans mes études lointaines. Donc, donc ce qu'il y a à construire, c'est-à-dire en gros, si on renvoie ça à la contradiction essentielle portée par les jeux sportifs collectifs, donc pour faire des choix au sein d'un rapport attaque-défense, le joueur doit structurer dans l'action des rapports espace-temps entre différents mobiles, donc les différents mobiles étant les joueurs, partenaires, adversaires, le ballon, dans un environnement instable pour assurer dans la même action l'attaque de la cible adverse et la défense de sa propre cible. On est bien dans une situation où se produisent beaucoup d'événements, avec une certaine pression temporelle. Il y a vraiment une exigence d'événements, une exigence d'événements qui apparaissent régulièrement dans la situation. Et donc, voilà, le problème, il est là. Et le problème, il se pose pour les individus qui doivent gérer cette situation-là. Pour autre élément, les JSC, finalement, donc les jeux sportifs collectifs, pour les étudiants, il faut comprendre la nécessité de construire et de mettre en œuvre une langue de jeu. Donc, je fais référence à Porte, Maurice Porte, et puis à d'autres auteurs, mais que je n'ai pas eu forcément, donc si, Jean-Francis Grain plus bas là, donc qui finalement met en évidence un code de communication qui permet d'agir à partir d'une lecture du jeu et qui permet d'agir avec ses partenaires et contre ses adversaires. Donc ici, voilà, ce code de communication renvoie à une espèce de, alors on pourrait dire un parler sport-co. Alors un parler sport-co pour parler de l'activité en dehors d'elle-même, mais un parler sport-co pour échanger dans l'activité elle-même, c'est-à-dire une forme un peu intériorisée de lecture du jeu à partir de configuration de jeu, etc., etc. Donc je ne vais pas plus loin. Alors, si j'avance un petit peu, voilà, donc on a bien troisième point à construire avec les étudiants et les stagiaires, c'est le règlement. Finalement, le règlement ou les règles du jeu sont vivantes et évolutives et qu'elles permettent un équilibre systématique entre l'attaque et la défense. Donc, Boutier et Reches disent un système de droit, de pouvoir et d'interdit qui assure cet équilibre pour garantir et préserver l'intérêt du jeu et le plaisir d'y jouer. Donc, ce qui fait finalement qu'on a plaisir à jouer dans un jeu sportif collectif, c'est bien cet équilibre entre l'attaque et la défense, entre le rapport de force entre l'attaque et la défense, et c'est bien pour ça que cet aspect-là pèse aussi sur le spectacle sportif. Donc, cet équilibre-là, on tente de le maintenir en permanence, d'où l'évolution potentiellement des règles, mais qui assure finalement en permanence cet équilibre-là. Alors, les règles constitutives et fondamentales sur la droite de la diapo, la nature de l'objet des échanges, ses propriétés. Donc là, j'énumère finalement les règles constitutives des jeux sportifs collectifs. Donc, il y a toujours ou souvent un objet manipulé, ou alors on dit un objet convoité, finalement tout le monde veut se l'approprier, il a des propriétés alors de rebond, etc. Enfin, il peut être rond, ovale, enfin, voilà, je vous passe les détails. Sur le terrain, il y a un nombre de joueurs défini, il y a des manières d'engager la balle,
il y a des façons d'accéder à la cible et d'accéder aux cibles quand il y en a plusieurs, de marquer et de gagner. Il y a des délimitations des tailles du ou des espaces de jeu. Voilà, par exemple, au basket, il y a la raquette, il y a le terrain principal. Il y a les possibilités d'action des joueurs avec et sur le ballon. Donc, on parle de possibilités de manipulation de l'objet ou de la balle. Il y a les possibilités d'action des joueurs avec sur les autres joueurs. Là, on parle de possibilités relationnelles et possibilités d'action sur les joueurs, dont le porteur de balle. Et puis enfin, il y a les durées ou autres manières de jouer, par exemple au set au volley. Voilà. Alors, au milieu, finalement, on essaye à travers cette espèce de relation entre l'équilibre entre l'attaque et la défense, pardon, et puis les règles constitutives, c'est-à-dire que c'est bien la façon d'équilibrer ces règles constitutives et de jouer avec qui finalement va permettre de garder cet équilibre dans un esprit d'égalité des chances et évidemment d'incertitude du résultat. Alors, je ne sais pas si cet ouvrage-là, le Boutier et Reichex, est toujours, est toujours accessible. Les deux auteurs développent en gros la comparaison entre le rugby et le basket. Alors, en précisant par exemple qu'au rugby, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs cibles déjà, il y a plusieurs façons d'accéder aux cibles et que finalement, la charge sur le porteur de balle, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est quand même assez conséquente, est à mettre en relation avec la taille de la cible, l'en-but, qui est quand même qui fait la largeur du terrain, et finalement la taille globale du terrain. Donc tout ça, tous ces éléments sont liés. Donc la charge sur le porteur de balle en rugby est forte, alors qu'au basket, puisqu'il s'agit d'une cible verticale, avec finalement relativement petite, qui nécessite pour le porteur de balle en situation de tir, un tir d'adresse, et ben, en conséquence, le porteur de balle est relativement préservé. La charge sur le porteur de balle est quasiment est très limitée. Voilà, donc je n'en dis pas plus sur ces aspects-là. Alors, si je reprends les règles constitutives et que dans une perspective didactique, alors vous avez bien compris que c'est bien le jeu avec tout ça qui permet finalement d'équilibrer le fameux rapport de force entre l'attaque et la défense. Et du coup, d'un point de vue didactique, dans la logique de proposer des contenus, des dispositifs à nos élèves, on a là des variables didactiques pour penser les dispositifs. Si on joue sur le nombre de joueurs, il va falloir peut-être jouer sur la taille des espaces. Si on joue sur le nombre de cibles, il va peut-être falloir jouer aussi sur les façons d'y accéder, etc., etc. Donc, vous voyez bien que chaque fois qu'on va commencer à changer les formes de pratique, c'est mon deuxième point, on va sûrement en inventer des plus appropriés pour nos élèves, des moins complexes, et quelque part, il va falloir jouer de façon il va falloir doser finalement les usages et la façon dont on va manipuler ces paramètres finalement des situations. Et quelque part, c'est relativement important parce qu'on peut, en manipulant ces variables, faire en sorte que le fameux équilibre entre l'attaque et la défense ne soit plus comme on le voulait. Alors, il y a bien, donc je ne vais pas plus loin sur mon troisième point, mon quatrième point, il y a bien l'idée de respecter l'équilibre du rapport de force et surtout, cet équilibre maintient l'intérêt du jeu et le plaisir du jeu sans le dénaturer. Alors, je ne serai pas très long là-dessus. Finalement, ce cadre-là, il fonctionne bien pour penser les jeux traditionnels et pour adapter les jeux traditionnels au contexte scolaire, jeux traditionnels qui par essence ne sont pas bien définis. Il y a 36 000 façons de pratiquer les gendarmes au voleur et il y a 36 000 façons de pratiquer la balle aux prisonniers. Souvent, c'est source de conflits. Mais voilà, ce cadre, il permet de penser les sports les jeux traditionnels de façon intéressante. Donc, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Alors, bien évidemment, tous ces éléments un peu théoriques sont à recontextualiser dans le contexte scolaire. Donc, il y a bien effectivement une égalité des chances, une incertitude, une égalité du résultat, mais il faut donner à tous les élèves les moyens à leur niveau de peser sur le score, d'être un acteur du jeu, et ça c'est la part de didactisation. L'adaptation des règles est à mettre en relation avec les pouvoirs d'action des élèves et ce qu'on vise comme transformation pour eux.
Par exemple, c'est pas complètement cohérent pour des élèves qui n'ont pas construit le sens du jeu, qui n'osent pas aller à la cible, de les empêcher de faire des reprises de dribble, par exemple, parce qu'à un moment donné, si on veut qu'ils aillent et qu'ils volontairement vers la cible, peut-être que pour l'instant, la règle de la reprise de dribble ou du marché n'est pas complètement importante si on souhaite qu'ils aillent à la cible et s'engagent dans le jeu et comprennent finalement le sens du jeu. Et le jeu avec le règlement, avec les règles, à des fins d'enseignement, doit, alors peut-être un peu lourd sur ce sujet-là, doit préserver l'équilibre du rapport de force entre l'attaque et la défense. Alors, la situation de formation. Donc, la situation de formation que l'on propose, hein, je dis on, est la suivante. Les étudiants et les PES ont inventé un sport collectif. Donc, il faut qu'ils écrivent son règlement et en même temps, il faudra, une fois qu'il est inventé, qu'ils fassent jouer les autres à ce jeu. Alors, les contraintes sont variables, hein, c'est pas comment dire, c'est pas fixé, c'est en fonction aussi des installations qu'on a. Donc 3 groupes d'étudiants, 3 terrains en largeur, à qui finalement à ces étudiants on impose certaines règles. Donc le premier groupe doit, pour atteindre la cible qui est à définir, c'est à eux de la définir, le ballon doit rebondir sur le mur du fond des terrains. Je vous présenterai un petit schéma juste après. Le deuxième groupe, lui, il a une seule cible de mini-basket, et le troisième groupe, chaque équipe a un plot qui constitue une cible, et pour passer d'un camp à l'autre, pour progresser sur le terrain, la balle doit systématiquement faire un rebond sur un mur latéral. Voilà, donc c'est des contraintes comme ça, hein, qui s'adaptent aussi au lieu. Donc les équipes ont 3 ou 4 joueurs maximum, ça c'est important vu la taille des terrains, donc c'est une contrainte qui est imposée. Et puis l'objet manipulé ou l'objet convoité au choix. Alors évidemment le rebond implique certaines choses, et puis évidemment ils ont plein d'autres matériels à disposition. Et dans le critère de réussite, c'est le jeu doit plaire aux autres et pouvoir durer. C'est-à-dire en gros on ne se lasse pas d'y jouer, et ce sont plutôt ceux qui essayent le jeu qui le valident, parce qu'en général, quand on crée quelque chose, on est toujours un peu content de soi. Voilà. Alors, voilà pour le dispositif. Donc, le terrain 1, le terrain 2, j'ai mis pas d'autre basket au milieu, mais ce n'est pas une obligation. Même chose pour le terrain 3. Il y a 2 plots qui peuvent être positionnés ailleurs. Et voici le mur latéral. Et ici, sur le terrain 1, les 2 murs de l'extérieur. Alors, sur le déroulement de la séance, donc les étudiants discutent. Alors voilà, il y a sur la façon de marquer des points, comment faire en sorte que tout le monde joue et participe, comment favoriser l'accès à la cible pour marquer des buts, des points, tout en faisant en sorte que les défenseurs ne se lassent pas, parce qu'il y a quand même ce souci-là. Ils voient bien que quand ils mettent beaucoup de contraintes, que ça devient moins rigolo pour jouer. Et comment faire en sorte de ne pas se faire mal, parce que comme il y a des engagements corporels différents dans le jeu, certains sont très engagés, et finalement ce souci de ne pas faire mal apparaît assez systématiquement. Donc, le formateur intervient, le formateur régule par des questions, par des interventions, voilà, et finalement, les étudiants sont rapidement invités à essayer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la phase de réflexion dure trop longtemps, ils essayent. Et il faut qu'ils fassent tout ce qui n'est pas interdit, parce qu'en fait, voilà, il faut explorer tout ce qui n'est pas interdit, mais en même temps, il faut faire tout ce qui est autorisé, parce que des fois, ils ne font pas tout ce qui est autorisé. Alors, par exemple, s'il n'est pas interdit de courir, il faut courir parce qu'il ne court pas spontanément. Et il faut voir ce que ça donne avant de changer la règle. Voilà. Autre exemple, si aucune zone n'a été donnée par rapport à l'accès à la cible, il faut s'autoriser à tirer de loin. Ben oui, parce que on peut, s'il n'y a pas de zone, faire un grand dégagé et puis atteindre la cible sans forcément que les étudiants y aient pensé. Donc, une règle en appelle une autre qui en appelle une autre. Donc, l'idée, c'est comment valider le point après le rebond sur le mur. Le même joueur peut-il tirer 2 fois de suite? Les adversaires peuvent-ils s'interposer? Voilà, donc des questions qui émanent alors soit en amont, soit une fois qu'ils ont fait quelques tentatives dans leur jeu. Et le plot comme cible qui donne trop de pouvoir à la défense ou qui oblige à penser une zone de protection de la cible pour obliger des tirs de plus loin. Voilà, donc ça, c'est les questions que les étudiants, les stagiaires se posent. Donc, je ne suis pas complètement exhaustif, ça dure un certain temps. Au bout de 3 quarts d'heure, on commence à avoir quelque chose de bien défini. Alors, les interventions de l'enseignant visent évidemment à créer le jeu, mais les incitent finalement les étudiants
à le roder, à pousser la logique du règlement, à épuiser les possibles. C'est-à-dire c'est bien parce que on va à fond dans le règlement que le règlement finalement trouve ses limites. Voilà. Donc il y a bien l'idée que les étudiants doivent pousser le règlement. Alors, la plupart du temps, c'est l'inverse qui se passe. Les étudiants donnent une quantité phénoménale d'interdits qui finissent par bloquer le jeu. Quasiment tout est interdit. Ils s'aperçoivent assez rapidement qu'il faut une forme de souplesse et qu'il faut s'adapter, sinon le jeu perd de son intérêt. Et puis, on a encore un peu, en lien avec les représentations que j'évoquais tout à l'heure, des règles à vocation humanitaire où tout le monde doit toucher la balle. Voilà. Alors ces règles-là, au fur et à mesure des tentatives, deviennent un peu obsolètes. Et puis les jeux progressent dans la manière dont ils sont définis et on retrouve quelque part les éléments de définition que j'évoquais tout à l'heure. Alors, une fois que le jeu est conçu, il est expliqué aux autres groupes qui vont y jouer. Alors, c'est pas une mince affaire que d'expliquer le jeu. Il manque toujours des choses. Et les trois groupes tournent sur les trois terrains. Alors, et puis, ceux qui jouent formulent des critiques. Alors, évidemment, on mobilise le critère de réussite. Est-ce que c'est intéressant de jouer à ce jeu-là? Est-ce que finalement on s'ennuie? Ou est-ce que c'est trop compliqué? Ou est-ce que, voilà, ils mettent en avant les limites du jeu. Et ici aussi, les étudiantes et les étudiants sont invités à pousser le règlement pour le booster un peu. Alors, suite à ces premières confrontations, des propositions d'amendement sont faites aux différents groupes et un premier règlement est stabilisé. Donc, on appelle ça une version V1+. Voilà. Les paramètres pour définir les règlements des JSC sont mobilisés implicitement. On commence à… Voilà, mais ce n'est pas encore si bien rangé que ça. Cette version V1+, sera à nouveau testée lors de la prochaine séance de pratique. Alors évidemment, en fonction du temps dont on dispose, on ne fait pas durer la situation trop longtemps. Un, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Puis deux, il faut après avancer un peu dans les contenus du module. Alors, la séance en salle permet d'interpeller les jeux produits au regard de la situation problème de formation et notamment du point de vue du critère de réussite. Et enfin, le cadre épistémo-didactique que j'ai présenté en amont est présenté aux étudiants et sert de cadre d'analyse des propositions et de cadre pour aller vers une version V2. Alors, j'explique tout de suite. Donc, je reviens à mon schéma initial, je reviens donc à la problématisation. Donc là, ici, on était sur ce qu'on pourrait appeler une problématisation à plat, donc ce que Michel Fabre appelle une problémation. On va du problème à la solution. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Finalement, si on prend une solution, on ne sait pas à quel problème elle répond. Donc, on fonctionne à rebours. Et puis, si je pense l'affaire dans ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que finalement, je veux questionner des solutions et je veux questionner les solutions du point de vue du problème auquel elles répondent, et ben j'épaissis le triangle, le losange de la problématisation que j'emprunte à Fabre et Musquer, et finalement, je mets en évidence un certain nombre de raisons qui font que les choses sont comme ça et pas autrement. Donc le règlement est vivant, il y a un équilibre entre l'attaque et la défense, donc tous les éléments que je vous ai proposés tout à l'heure, et finalement les solutions, les propositions des étudiants sont expertisées à la lumière de ce cadre-là. Dit autrement, les conditions théoriques de possibilité des solutions nous font lire le réel, c'est-à-dire les données significatives du problème, différemment que ce qu'on pouvait les lire de façon au début du module de formation. Donc, alors, c'est pas miraculeux, voilà, hein, ça prend du temps, et donc j'emprunte cette différenciation à mon collègue Bruno Le Bouvier, où il considère que sur l'axe, alors si je reviens en arrière, ici, sur cet axe-là, on a l'axe de l'exploration des possibles. Donc, la deuxième solution, le deuxième règlement sera un autre possible que celui qui avait émergé initialement. Et puis ici, la problématisation, finalement, renvoie, et c'est ça qui fait qu'on travaille sur les raisons, à l'étude des possibles. Il faut étudier les possibles, examiner les possibles, c'est-à-dire les conditions de possibilité des choses. Donc, voilà pour ce cadre-là. Alors, si je généralise un peu l'affaire, et que je veux répondre au problème que j'avais initialement, qui n'est pas tout à fait le problème que je présentais dans la diapo précédente, il y a bien l'idée finalement que dans les pratiques,
Alors que les pratiques soient, comment dire, ancrées dans des ressources ou des pratiques réelles, il y a bien l'idée qu'il y a systématiquement, donc ça renvoie un peu à ce que je présentais dans les premières diapos, des conceptions des savoirs en jeu, des conceptions de l'apprentissage, des démarches d'enseignement. Donc, analyser les pratiques, ça revient finalement à renvoyer à quels problèmes quels problèmes les fondent et éventuellement à quelles conditions théoriques elles existent. Donc, systématiquement, une fois qu'on pose ces conditions théoriques, une fois qu'on les construit, elles ne sont pas posées, elles sont construites, et bien finalement, ça fait regarder le réel un peu différemment. Alors, qu'est-ce que ce cas donne à comprendre? Pardon. Alors, rien avec ce cas ne peut être laissé au hasard dans la construction des dispositifs, dans l'aménagement du milieu. C'est ce voilà, finalement, tout est important. Dès qu'on bouge un plot, dès qu'on bouge une ligne, on peut potentiellement agir, ou la taille du terrain, la hauteur des filets, on agit finalement sur le rapport de force. On donne du pouvoir soit à l'attaque, soit à la défense, et il faut avoir ça en tête. C'est pas grand-chose, mais à mon avis, c'est important. Donc, on peut jouer avec les règles des JSC, on peut se jouer des règles des JSC avec l'idée de ne pas trop déroger à leurs principes ou de ne pas déroger à leurs principes. Et toutes les règles s'expliquent, elles sont fondées en raison. Donc, les règles sont les conditions de possibilité du jeu d'un triple point de vue. Il y a jouer ensemble dans de bonnes conditions, il y a accord sur les façons de jouer, il y a prendre plaisir à jouer ensemble, le jeu est agréable, on ne se lasse pas, et il y a aussi, dans l'autre sens, donner du plaisir, créer de l'émotion à ceux qui regardent le jeu. Le spectacle sportif, de ce point de vue-là, est assez significatif. Et il y a bien une aide, finalement, pour comprendre le spectacle sportif, la logique de jeu, les logiques des joueurs, permettant d'exercer sur celui-ci un regard critique. Alors, si je reviens sur la... Oui. Je me permets juste, tu as arrivé aux 40 minutes, peut-être qu'il faudrait envisager… Oui, alors, bon, problématiser finalement, c'est faire la preuve de réflexivité, c'est se mettre à distance, c'est s'auto-surveiller en train de penser et en train de faire ou de se mettre à distance de l'action. Problématiser, c'est faire preuve d'esprit critique en instaurant un doute méthodologique. Et problématiser, c'est mettre en doute les croyances en stimulant, excitant l'esprit critique. Je revois un auteur comme Bronner qui travaillait sur les problèmes de radicalisation et de croyance. Problématiser, c'est contrôler l'activité par les connaissances. Et problématiser, c'est instaurer l'enquête en posture, enquête qui, dans sa bidimensionnalité, est la seule démarche qui puisse conserver au fait leur signification sans les dissoudre dans les interprétations. Ça m'a perturbé, Pablo. Donc, enquêter oblige à voir les choses autrement, à remettre en cause le cadre de perception qui le mobilise spontanément et se dégager de son cadre habituel. Donc, je cite deux auteurs là, et problématiser les pratiques consiste alors à explorer le champ des possibles et à étudier les contraintes qui l'organisent. Donc, pour conclure, je renvoie, alors je l'avais dit que j'irais rapidement sur l'élève, je vais y aller rapidement. Donc, quand on regarde les textes sur les enseignants, il n'y a pas beaucoup de choses sur l'esprit critique des enseignants dans les référentiels métiers. Il y a juste dans le nouvel arrêté, là, celui qui nous permet de faire des nouvelles maquettes, le praticien réflexif qui entretient un rapport critique et autonome avec son travail. Par contre, dans les textes, dans les programmes de l'EPS, il y a quand même un certain nombre de choses, d'éléments qui nous permettent finalement de penser que voilà, tout au long de la scolarité, l'EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physique et socialement éduqué, un classique. Et puis pour le lycée, la pratique d'une forme scolaire des activités sportives et artistiques favorise l'accès à une culture raisonnée, critique et réfléchie. Donc voilà. Alors ici, on a l'impression que l'enseignant doit avoir un rapport critique avec son travail. Et ici, l'élève on a plutôt l'impression qu'il a à avoir un rapport critique par rapport aux activités physiques et sportives, pour le dire vite. Alors, si on met au travail ces compétences-là, est-il possible de mettre ces finalités et ces compétences sans accéder aux raisons qui déterminent l'activité des élèves et celle de ses camarades? Est-il possible de fréquenter les PPSA sans en comprendre leur fonctionnement, leur logique interne qui font culture? Donc, dit autrement, j'incite un peu à construire, et par transposition à ce que je viens de dire sur les enseignants, un regard critique sur à la fois l'activité et à la fois sur les pratiques physiques, sportives et artistiques. Alors, je reprends ici Michel Fabre avec l'idée d'éduquer pour un monde problématique. Et je reprends aussi une idée de Philippe Pernoud pour une implication critique comme responsabilité citoyenne. Alors, la pratique réflexive et la problématisation
finalement, nous permettrait de maîtriser la complexité, qu'on soit formateur, enseignant ou élève. Et des enseignants qui forment des élèves chercheurs, pour reprendre Britt-Marie Part, et de fait des élèves enquêteurs qui cultivent la réflexivité et le questionnement. J'ai juste encore 2 petites diapositives. Conclusion par rapport à la formation, de la pratique personnelle à l'épistémologie des JSC et à leur didactisation, voilà, jusqu'au jeu traditionnel. Plus généralement en formation, ça questionne le rôle que l'on peut donner à ces pratiques professionnelles. À quoi bon pratiquer finalement dans un cours de didactique dans le cadre du master, des masters MEF? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Faut-il finalement redevenir un apprenant pour comprendre les problèmes qu'il est susceptible de rencontrer? C'est un peu le pari qu'on faisait dans ces situations-là. Il y a quand même l'idée, et c'est assez intéressant, de travailler le lien étroit entre approche épistémologique des savoirs et didactisation, avec l'idée de sortir peut-être un peu des implicites. On a l'impression que les choses vont de soi, mais je pense que le travail que j'ai essayé de faire et de vous montrer va un peu dans ce sens-là. Et puis, peut-être aussi montrer les tiraillements, les tensions possibles entre la logique des savoirs et la logique des programmes à des fins de discernement. C'est pas toujours si évident que ça, que ces logiques soient complètement compatibles. Et qu'en est-il de cette posture critique didactique chez les PSC? Mais ça, je ne reviendrai pas. Alors, si je reviens rapidement sur les questions du colloque, et je terminerai là. Donc, il y avait un certain nombre de questions. Alors, notamment, est-ce que finalement, il y aurait une compétence transversale à l'esprit critique? Alors, j'aurais tendance à ne pas défendre ça, parce que la construction et le développement d'esprit critique se fait dans et par la construction de savoir. Donc, il y aurait bien une spécificité disciplinaire de l'esprit critique. Je ne sais peut-être pas bien dit, mais j'aurais plutôt tendance à dire ça. La construction et le développement d'esprit critique disciplinaire est ancré dans des pratiques langagières spécifiques. Je renvoie aux travaux de Jobert Bernier là, sur les communautés discursives scolaires. Ça passe bien par du discours, des pratiques langagières spécifiques, notamment les processus de secondarisation. Et enfin, pour une des questions, réinterroger la forme scolaire. Avant de repenser la forme scolaire, il faut peut-être déjà repenser la problématicité des savoirs et la réintroduire à l'école. Je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir débordé un peu, sans excès non plus. Merci. Merci beaucoup, Florian. Tu n'as pas vraiment débordé, c'est bon. On avait dit 40-45 minutes, disons que tu as 46. Donc, tu as raison, il y a quelques secondes qui sont d'usage. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée, précise et qui nous a amené jusque dans des pratiques concrètes de formation, tout en permettant de prendre une certaine distance et de réfléchir sur l'esprit critique. Alors, les participants sont timides, comme souvent, et donc ne posent pas de questions pour l'instant. Ils essaient d'assimiler, de comprendre. Je vais les inviter actuellement à intervenir dès maintenant, hein, que ce soit des questions sur le PS, sur la formation des enseignants, sur l'esprit critique, sur les rapports entre les trois. N'hésitez pas à intervenir. Le temps que vous articuliez vos questions dans le chat et que l'on puisse s'appuyer dessus pour questionner Florian, je vais peut-être te poser une petite question qui m'est venue. Enfin, il m'en est venu beaucoup. Pourtant, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, mais il y a pas mal de choses qui me sont venues. Et notamment, peut-être, je fais l'hypothèse qu'il y a peut-être que certains participants viennent du champ de l'EPS. Je me dis, c'est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible. Et je me suis demandé si tu voyais une spécificité de l'EPS dans cette histoire. Je m'explique un peu. Tu nous as invité à penser que c'était le plaisir et l'intérêt de jouer à une PPSA, une pratique physique artistique, qui était un peu la finalité d'une pratique physique. Même dans les contraintes, dans le but de la situation de formation que tu présentes, on voit bien que, par exemple, le jeu doit plaire dans la durée. Et il y a une question du plaisir, dont on sait qu'elle est relativement importante en EPS et que les travaux de nombre de collègues depuis quelques années, voire décennies, travaillent sur ça. Et donc, je me demandais si, finalement, est-ce que l'esprit critique un peu spécifique en EPS serait lié à une sorte de réflexivité ou d'esprit critique lié au plaisir, à l'atteinte du plaisir, à la manière d'atteindre le plaisir ou de donner du plaisir, comme tu le disais. Voilà. Est-ce que tu vois une spécificité ou est-ce que tu vois d'autres formes de spécificité de la discipline?
Je ne sais pas si c'est spécifique, parce que si on prend, je ne sais pas, la production d'écrits ou la littérature, je pense qu'il y a aussi des… Alors, je ne m'engage pas, je suis prudent, hein. Je pense qu'il y a d'autres formes de plaisir ou d'émotion. Peut-être qu'il faut parler d'émotion. Ce qui me semble spécifique des apprentissages, alors si c'est la question, c'est à la fois trouver du plaisir dans la pratique, donc ça renvoie à l'idée d'atteindre ce que je mettais en évidence au début de mon intervention, une motricité extraordinaire, mais une motricité extraordinaire à son propre niveau, c'est-à-dire on n'est pas dans une perspective de performance telle qu'on pourrait la définir sportivement, mais c'est une performance auto-référencée. Et quelque part, c'est à la fois le plaisir d'apprendre, le plaisir d'éprouver un certain nombre de sensations, de se perdre. Souvent, je continue sur les sports collectifs, souvent quand par exemple le ballon ne tombe pas en volée, on voit des élèves qui finalement s'imaginaient pas que le ballon pouvait ne pas tomber pendant un certain temps, et on voit le plaisir chez eux. Donc la spécificité de l'EPS, elle est bien sur la mise en pratique, c'est-à-dire le côté pratique, mais elle existerait sûrement de la même façon en musique ou dans d'autres disciplines de ce type-là, en art par exemple, plastique. Je ne crois pas que ça soit spécifique. Et par contre, peut-être qu'on n'a pas, ou c'est sûrement pour ça qu'il y a beaucoup d'écrits là-dessus ou beaucoup d'ouvrages là-dessus. Peut-être qu'on a oublié un peu le plaisir en EPS, et que ce que nous renvoient des fois nos jeunes PE, c'est qu'ils n'ont pas toujours pris plaisir en EPS. Donc peut-être qu'il faut soigner le plaisir en EPS, si je peux me permettre. Merci. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ah bah, en tout cas, moi ça répond. Je crois que les participants demeurent timides. Je les ai Ah perdus. non, ça y est, les questions arrivent. Avec une question de David Macal qui nous interpelle sur les rapports entre la motricité extraordinaire, à laquelle je fais référence plusieurs fois, et l'autoréférence. C'est-à-dire, est-ce que la motricité extraordinaire serait autoréférencée, selon toi? Je sais pas, enfin, autoréférencée, la motricité extraordinaire, elle est bien liée aux pratiques physiques, sportives et artistiques qui donnent finalement le sens du progrès, mais dans la progressivité des apprentissages, elle est autoréférencée, c'est-à-dire que on a longtemps pensé l'EPS par rapport à la forme comment dire, experte de l'activité, et on sait bien que faire rentrer la logique de l'élève dans cette forme experte, ça produit plutôt de l'échec. Donc, elle est autoréférencée dans la progressivité des apprentissages. Je ne pourrais pas ne pas passer par un certain nombre d'étapes, mais le sens du progrès est donné alors pas forcément par les formes d'activité physique et sportive, mais par exemple la contradiction essentielle que j'évoquais tout à l'heure, la gestion du rapport de force entre l'attaque et la défense, ou toutes les contradictions essentielles qu'on pourrait voir, je ne sais pas, en athlétisme, enchaîner un trajet, une trajectoire, etc., etc. Donc j'aurais tendance à dire les choses comme ça au jour d'aujourd'hui. Je te remercie. N'hésitez pas à rebondir aussi sur les questions et les réponses qui peuvent enchaîner d'autres questions et d'autres réponses. On en a encore deux autres. Ça y est, les questions arrivent, notamment une réflexion, par exemple, sur le plaisir aussi, mais peut-être qu'est-ce que le plaisir viendrait spécifiquement de la performance, ou est-ce qu'il ne pourrait pas justement passer, c'est peut-être ce que tu montres d'ailleurs, par l'observation critique, en fait, par une prise de conscience. Alors, dans le chat, c'est des CR. Je fais l'hypothèse, c'est des critères de réalisation, des critères de réussite. Je ne sais pas, mais est-ce que peut-être y aurait-il un plaisir propre à l'observation critique en EPS? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas quelque chose de facile à mettre en œuvre en EPS. Donc, je pense que la mise à distance de l'action en EPS, c'est pas là-dessus que nos élèves vont spontanément. Donc,
c'est une démarche à construire. Jean-Francis Gréhain parle d'apprentissage par des sports collectifs par compréhension. Ça suppose des mises à distance qu'il faut organiser, qu'il faut provoquer. Alors peut-être qu'une fois provoqué, je me rappelle, mon collègue Bruno l'a présenté, des élèves qui débriefaient sur des passages de témoins en relais. On voit du plaisir à discuter, on voit du plaisir à rentrer dans le débat technique. Et le plaisir, il est sûrement là, mais à condition, une fois de plus, de maîtriser de quoi on cause et comment on en cause. Parce que si c'est pour causer comme ça, comme des fois on peut le voir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc le plaisir, il est dans la maîtrise du débat technique et des éléments sur lesquels on peut faire avancer ce débat-là. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est une construction. Ça doit prendre du temps pour que les élèves acceptent cette mise à distance qui finalement les empêche de pratiquer. Voilà, on voit bien qu'il y a toujours la tension entre agir, se mettre à distance de l'action, et on voit souvent dans les commentaires des tuteurs, par exemple, de terrain, des tuteurs EN, l'idée du temps moteur qui finalement ne doit pas être trop réduit par rapport à un temps de réflexion sur l'action. Donc effectivement, il faut trouver le bon compromis. Comment faut-il trouver en effet un bon équilibre? Mais on se souvient que dans la pratique sociale de référence, il y a beaucoup de plaisir à faire du sport, mais aussi beaucoup de plaisir à en parler, notamment dans des espaces qui sont dédiés. Du coup, je reviens un peu, parce que quand on a parlé que du plaisir, je me permets aussi d'envisager un autre champ de questionnement qui est apparu, dont tu n'as pas vraiment parlé directement, mais qui était lié par exemple à la question du numérique ou de l'usage vidéo. Donc, par exemple, est-ce que la vidéo, selon toi, pourrait favoriser l'esprit critique? Ou alors, et quels seraient éventuellement des usages numériques qui pourraient développer l'esprit critique, notamment en sport co et peut-être ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses? Dans une des diapos sur laquelle j'ai un peu accéléré sur la fin, je faisais référence à Vygotsky et à l'idée de mettre un des premiers éléments, à mon avis, de l'esprit critique ou de la réflexivité, c'est d'être capable de mettre son expérience en objet d'étude. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Alors on voit bien dans la formation des enseignants que mettre sa pratique professionnelle comme quelque chose qui va être mis en objet d'étude, c'est pas si simple que ça. Même chose pour les élèves, ça renvoie à la question précédente. Et du coup, peut-être que le numérique peut faciliter cette mise à distance, cette captation finalement des comportements d'une certaine façon, posant finalement les choses de façon plus concrète que si on ne les enregistre pas, parce qu'on sait bien que revenir sur l'action, un peu trop loin de l'action, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'on a oublié ce qu'on a fait. Donc peut-être que sûrement que la vidéo est un bon moyen en EPS de capter finalement des images et de faciliter la mise en objet d'étude de sa propre expérience. Je te remercie. Il nous reste environ 3 minutes, donc n'hésitez pas encore à aller poser une question, tout en sachant que les questions qui sont posées, nous en avons des traces, elles pourront éventuellement donner lieu à des échanges suite à la conférence. Il en est une qui revient, et c'est le plaisir qui revient, hein, comme quoi quand le plaisir s'en va, mais il revient vite, notamment peut-être lié au sentiment de compétence. Est-ce que tu l'as peut-être pas abordé directement, mais est-ce que tu vois comme ça une relation intéressante en EPS entre le plaisir et le sentiment de compétence? Je l'ai abordé, mais du point de vue de nos stagiaires, tout à l'heure en disant que leur sentiment de compétence avait peut-être été un peu malmené. Alors, c'est ce qu'ils en disent, hein. Après, on n'est peut-être pas obligé de… Enfin, voilà, ils disent qu'ils n'ont pas toujours été… C'est pas des purs produits de la réussite en EPS, et que ce sentiment de compétence, finalement, il peut revenir assez vite, parce que dans nos modules, alors que ce soit en natation ou en sport co, mais en natation surtout, qui est le premier module, les stagiaires, enfin c'est ce que je mettais dans une des diapos, s'étonnent de pouvoir encore apprendre et progresser, ce qui est quand même assez alors valorisant sûrement pour le formateur, mais qui est quand même comme s'ils avaient oublié qu'ils pouvaient progresser encore dans une activité physique, par exemple. Donc je trouve que c'est obligatoirement lié, mais c'est peut-être plus compliqué que le simple sentiment de compétence. C'est aussi lié au sens qu'ils mettent dans ce qu'ils font. Donc, c'est plus épais que le simple sentiment de compétence, parce que je pense que là,
quand on partage bien avec eux le sens de la pratique qu'on fait dans ces modules de didactique, et qu'on fait le parallèle entre ce que eux vivent et ce que des élèves pourraient vivre, le simple fait de donner plus de sens à cette activité de pratique personnelle dans le cadre d'un module didactique, finalement, donc il y a le sentiment de compétence, ils progressent, mais il y a aussi le fait qu'ils se projettent et ils ont un projet, alors qui ne sera pas un projet de devenir des champions en natation, par exemple, ou en sport co, mais un projet d'intervention. Et quelque part, le plaisir, il est aussi dans l'idée qu'un jour, ce travail-là, à la fois parce qu'ils ont progressé, mais aussi parce qu'ils auront finalement les leviers pour intervenir, peut leur permettre finalement d'y trouver du plaisir aussi. Très bien, merci. Il reste 1 minute, donc je pense qu'on peut peut-être prendre une dernière question. Tu as donc 1 minute pour y répondre. Pardon. Un truc tout simple, je dirais, c'est même pas une question, c'est une formulation. Et que penses-tu du rôle de l'arbitre dans cette histoire en termes d'apprentissage et de formation? Effectivement, je n'ai pas abordé le rôle de l'arbitre. C'est pas le plus facile. Quelle place il a? Je pense qu'il faut que souvent il n'est pas forcément bien perçu. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en relation le rôle de l'arbitre et finalement le garant de la qualité du jeu et de l'accord sur à quoi on joue, comme finalement le garant de toutes les règles que j'ai évoquées. C'est bien à travers c'est bien parce qu'on a ces éléments-là en tête qu'on comprendra le rôle de l'arbitre et éventuellement les sanctions qu'il peut infliger. Voilà, j'ai essayé de répondre court. C'était parfait, merci beaucoup. Il est 15h pile, donc on va essayer de tenir le timing et donc on va devoir arrêter maintenant. Merci beaucoup Florian pour cette intervention. Merci à tout le monde de cette écoute. Et puis merci aux participants pour ces échanges. N'hésitez pas à contacter Florian Witt par la suite pour échanger avec lui sur ce genre de questions qu'il maîtrise très bien. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Au revoir.